Avec leurs sacs à dos et leurs caméras, simplement, juste comme des citoyennes du monde en quête de connaissances, elles ont voyagé jusqu'à New York, Chicago, Philadelphie, Washington et même Los Angeles et San Francisco. Sarah El Attar, Amal Moutaki et Amena Halim, des Nantaises amies de longue date, ont voulu chercher à comprendre. C'est ce qui les a poussées à traverser l'Atlantique avec l'envie de découvrir par elles-mêmes les réalités vécues là-bas par les musulmans. Elles en sont revenues avec des informations recueillies à la source et c'est ce qui fait de leur documentaire Together un projet d'une qualité rare à découvrir bientôt sur vos écrans. OT1 TV reçoit aujourd'hui Sarah et Amal pour vous raconter comment elles ont vécu cette aventure de l'intérieur. Comme elles le disent elles-mêmes, chacun de nous voit le monde à travers un regard subjectif. Nous interprétons la vie, l'histoire, les événements et l'actualité à travers le prisme de la réalité dans laquelle nous sommes ancrés. Leur documentaire est un concentré de paroles vibrantes car humaines avant tout. Sarah et Amal racontent en exclusivité pour OT1 TV leur cheminement à la rencontre de ceux qui bâtissent déjà des ponts. Alors, on va commencer par une première question. Pourquoi avoir réalisé un documentaire? Vous n'êtes pas réalisatrice. Très bonne question. C'est vrai qu'on n'est pas du tout réalisatrice de base. Alors avec Sarah, c'est vrai qu'on s'est connus à la fac en 2010. C'était en première année, ouais. C'est bien ça. On a fait une formation en LEA, donc on s'est rencontrés voilà, entre deux cours. Et puis voilà, je pense que au fur et à mesure, voilà, on ne s'est jamais dit qu'on allait réaliser un documentaire en fait. Ça s'est fait, je crois, à partir de 2015. En août 2015, on a commencé à en discuter. Mais on a eu le déclic plus après les attentats du 13 novembre. Du coup, c'est ça qui nous a plus poussé à réaliser ce documentaire. On s'est dit que voilà, il fallait faire quelque chose, changer la perception des musulmans. Et l'idée était d'aller aux États-Unis, aller au point de départ. Tu as dit le point de départ dans le sens où nous, en tant que jeunes Françaises de confession musulmane, on a le sentiment d'avoir toujours grandi dans un contexte post-11 septembre. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir grandi et construit notre identité dans un contexte où l'islam a toujours été stigmatisé, où l'islam a toujours été vu, perçu de manière négative, que ce soit dans les médias ou sur la scène politique. Et donc c'est ça, en fait, en grandissant, on a vu à quel point les discours médiatiques et la simplification en fait, de ces discours et la généralisation de ces discours, ça pouvait construire des amalgames, ça pouvait renforcer des stéréotypes. Et intrinsèquement, ça a développé l'islamophobie en France. Et comme elle disait, en fait, ça c'est, je pense, le socle sur lequel le documentaire s'est basé. Et c'est vrai que ces dernières années, elles ont été encore plus difficiles en France et je pense dans d'autres pays aussi en Occident. Pour les musulmans, ça a été quand même assez difficile. Et ouais, je pense que c'est ça, en fait. C'est une accumulation de choses, une accumulation de sentiments et d'émotions différentes, dans le sens où on se sent concerné aussi, parce que nous aussi, on est de confession musulmane. Donc, au bout d'un moment, voilà, il y a un ras-le-bol qui s'installe. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on recherche des financements, il faut qu'on fasse ce documentaire. Et en janvier 2016, on a déposé notre premier dossier à la région de Nantes qui ont mis des dispositifs pour les jeunes de moins de 25 ans et même moins de 28 ans qui les aident à financer leurs projets. Et donc nous, on a déposé notre premier dossier en janvier. Ensuite, Sarah a déposé un autre dossier à la région de Quimper, puisqu'elle est à la ville de Quimper, pardon. Et donc, du coup, voilà, on a commencé et c'était bon pour nous. On allait décoller au mois d'avril pour les États-Unis pendant 3 mois. Du coup, on a passé le ramadan aussi là-bas. C'était une expérience géniale. différence de mentalité entre les musulmans américains et les musulmans de France. Quel est votre ressenti? C'est différent. C'est vrai que c'est différent. Enfin, moi, je l'ai ressenti cette différence. C'est vrai que le premier soir, quand on est parti faire l'iftar à NYU, on dit comment déjà c'est en français? C'était le centre islamique en fait des universités de New York. Voilà. Et le premier soir, on a été avec Sarah. On a trouvé une diversité de personnes qui venaient de partout, mais vraiment. Des New-Yorkais et d'autres non, pas du tout, qui venaient de pays étrangers comme du Pakistan, de l'Asie ou du Maghreb, même des Français. On a eu l'occasion de rencontrer des Français,
des Français là-bas, qui étaient étudiants ou qui travaillaient aussi là-bas. Et la première impression qu'on a eue, c'était qu'on se sentait chez nous. On a ressenti un accueil très chaleureux. C'est vrai qu'en France, pour ma part, hein, je parle, je ressens une certaine pudeur. Par exemple, lorsque quelqu'un vient d'un pays étranger ou qu'ils ne connaissent pas forcément, ne veut pas être ouvert de suite. Et là, c'est vrai que cette différence, je l'ai ressentie, moi. Ouais, je pense qu'il y a une différence de mentalité, peut-être au niveau de, voilà, au niveau de l'ouverture d'esprit. Après, comme on dit, là, on parle vraiment d'un point de vue personnel Ouais. et de notre vécu et de notre ressenti. Mais j'ai une anecdote, en fait, qui, je trouve, résume bien la situation. C'est une fois, quand on avait passé un iftar au centre islamique, justement, de l'université de New York, on a eu l'occasion de rencontrer une Française d'origine marocaine qui nous expliquait qu'elle venait d'une famille musulmane, c'est-à-dire que ses parents étaient musulmans, ils pratiquaient, ils priaient, ils jeûnaient, et qu'en fait, elle a vu une mauvaise expérience dans sa vie quand elle était en France. En fait, elle expliquait qu'elle elle pratiquait pas forcément énormément, et qu'un jour, elle s'était rendue à la mosquée, elle sentait la cigarette, et il y a des femmes en fait qui lui avaient fait des réflexions un peu vexantes entre guillemets, et en fait, elle nous expliquait que quand elle était revenue aux États-Unis, elle s'était réconciliée avec l'islam grâce justement grâce au centre islamique de New York, où en fait elle expliquait qu'elle s'était rendue là-bas pendant le ramadan parce qu'elle était seule, elle était étudiante, elle n'avait pas envie forcément de rompre son jeûne seule. Donc elle s'était rendue une fois par curiosité, donc elle avait commencé à rencontrer des gens, elle s'entendait bien avec eux. Ensuite elle a commencé à revenir plus régulièrement, puis un jour elle s'est dit tiens je vais rester pour la prière, après tiens je vais rester pour Taraweh. Et au final, c'est comme ça qu'elle s'est réconciliée avec la religion. Donc elle a dit qu'en fait, l'ouverture d'esprit et la douceur de la communauté new-yorkaise, en tout cas, c'était une grosse différence qu'elle avait ressentie par rapport à parfois par des comportements qu'elle avait comment dire, rencontrés dans la communauté musulmane française. Et on a eu aussi la chance de participer à un iftar qui a été organisé par une synagogue à New York. Donc du coup, on a pu rencontrer voilà, une autre communauté, d'autres personnes et tout. Et donc voilà, c'était aussi un accueil très chaleureux. Et il y a eu aussi un message qu'ils voulaient véhiculer, c'était le vivre ensemble. Donc ça aussi, c'était une expérience assez extraordinaire pour nous. On était dans une synagogue. Moi, pour ma part, c'était la première fois que j'entrais dans une synagogue. Moi aussi. Et il y a eu l'Aden dans une synagogue. On a rompu le jeûne avec des personnes de confession juive. Et en fait, ce qui était super pendant cette soirée, c'est qu'on était assis autour d'une table et ils avaient fait un placement de telle sorte qu'on soit musulman, juif, et ils avaient des questions posées au milieu. Et en fait, pour apprendre à se connaître, on prenait des questions, on se les lisait et on répondait chacun à son tour. Et franchement, c'était une expérience vraiment... On a pu rencontrer des gens avec qui on est encore en contact aujourd'hui, du coup. Next. Alors, est-ce qu'un documentaire similaire est nécessaire en France? Alors, je pense qu'un documentaire similaire sera dans tous les cas bénéfique en France. Et cette démarche, en fait, d'aller à la rencontre de musulmans et de recueillir des témoignages vraiment juste face caméra, sans être dans l'analyse, sans être dans le commentaire, juste écouter les personnes, écouter leurs ressentis, écouter ce qu'ils ont à dire. Ça pourrait être que bénéfique parce que ça humanise entre guillemets les musulmans et ça rappelle aux gens que ce sont des personnes lambda, ils ont des émotions comme tout le monde, et juste de pouvoir recueillir ces témoignages à cœur ouvert un peu et de pouvoir redonner la parole aux musulmans, je pense que ça pourrait permettre d'avancer en fait vers la coexistence et de permettre aux gens j'espère, pouvoir voir les musulmans d'un œil nouveau. Donc ça, je pense que ça peut être que intéressant à réaliser. Pour moi, le seul mot que je peux rajouter, c'est rencontrer. En fait, je pense que si on rencontre, il y a plein de barrières qui peuvent tomber et se rendre compte de choses dont on ne pense pas du tout à la base. Et à ce moment-là, moi, je crois qu'on peut être plus réaliste de ce qui se passe autour de nous, en fait. Voilà, à toi. Alors, est-ce qu'au fond, nous sommes tous des explorateurs, mais nous l'aurions oublié? Je pense qu'on a le devoir de chercher
et de connaître certaines choses. Qu'on ne soit pas simplement reclus dans notre propre monde et ne pas savoir ce qui se passe autour de nous. Je ne pense pas qu'on soit fait pour ça. Et de base, je pense que... Je pense en fait, on n'est pas tous explorateurs, mais on a tous le potentiel de le devenir. Et, on peut tous le devenir, ouais, comme tu dis. Et quand on regarde un petit peu comment sont perçus les musulmans en France, justement, c'est le fait que ces gens restent dans leur zone, dans leur bulle, en fait, et ne s'intéressent pas à ce qui se passe autour. Et en fait, ils vont former leur opinion sur l'islam et sur les musulmans. Ils vont former leur opinion sur l'islam et sur les musulmans juste en s'arrêtant à ce qu'ils vont entendre dans les médias. Et justement, cette idée d'explorateur, de partir à la rencontre des gens, d'essayer de se former son opinion par soi-même, je pense que ce serait la clé, en fait, pour... Mais après, il y a plusieurs façons de le faire. Tu n'as pas besoin d'aller traverser l'Atlantique comme on l'a fait. Là, voilà. je ne parle pas forcément de partir... Non, je ne parle pas pour toi, mais je dis en général, on peut le faire de plusieurs manières différentes, quoi. Puis après, comme on en avait discuté, déjà, en tant que musulman, je pense que la quête de connaissances et la quête d'information, etc., c'est quand même un des fondements de l'islam, en tout cas dans ma compréhension personnelle. Et c'est quelque chose qui peut se faire justement par le voyage. Et aujourd'hui, on est facilité parce qu'on peut voyager, partir à l'autre bout du monde en quelques heures. Donc je pense que oui, c'est quelque chose c'est une démarche qui permet d'apprendre énormément, en fait. Le fait de voyager, d'aller à la rencontre de personnes différentes, d'aller à la rencontre de cultures différentes, c'est une démarche qui permet déjà de sortir de sa zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort, c'est à ce moment-là qu'on évolue le plus en tant qu'individu. Enfin, moi, en tout cas, de mon expérience personnelle. Oui, tout ça, je pense que c'est un peu subjectif, tu vois, parce que d'autres personnes préfèrent rester chez soi et peut-être voyager à travers Internet en regardant un film ou un documentaire et comprendre peut-être l'autre de cette façon. Mais après, ouais, c'est vrai qu'on peut tous être explorateurs à notre propre façon et qu'on a je ne sais pas si je peux dire devoir, mais je pense qu'on a tous une part en nous-mêmes où on veut savoir, on veut connaître une chose, parce qu'on soit on est intéressé, on veut comprendre et c'est dans la nature humaine de toute façon, je pense, de vouloir comprendre certaines choses. Enfin, si on s'intéresse à cette chose, bien sûr. C'est à toi? Non, c'est à moi. J'oublie. Alors, est-ce que les musulmans qui vivent aux USA ont ressenti une évolution des perceptions sur l'islam? Alors là, je pense que dans toutes les personnes qu'on a interviewées au cours de ce documentaire, elles ont été unanimes à dire que le 11 septembre, ça avait été un point tournant dans leur vie et que ça avait complètement bouleversé la façon dont les musulmans étaient représentés dans les médias. Ça avait complètement bouleversé la façon dont les musulmans étaient Perçus. Vus par les gens. Parce qu'en fait, les musulmans, avant le 11 septembre, c'était une minorité, certes, mais c'était une minorité qui, à l'encontre, c'était une minorité en fait, qui ne recevait pas trop d'animosité de la part du reste des Américains, de manière générale. Et en fait, à partir du 11 septembre, les musulmans, en fait, la peur sécuritaire des Américains s'est focalisée sur les musulmans. Et ils sont devenus en quelque sorte une menace potentielle. Et ça s'est ressenti dans la sphère politique, dans la sphère médiatique. De toute façon, c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui en France. Hein. Et donc je pense que oui, ils ont tous été unanimes à dire que ça avait changé leur vie. Ça avait changé leur vie. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont témoigné. On nous a dit aussi que certaines familles se sentaient dans l'obligation de mettre un drapeau américain carrément devant leur maison ou bien devant leur commerce, voilà, pour montrer qu'ils avaient leur côté patriote aussi et que fallait qu'ils choisissent leur camp en fait. Ils étaient mis dans cette position. Voilà, on est obligé de dire pour qui on est, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Ils ne devraient pas l'être. C'est ça qui est un peu malheureux. Alors, on continue. Y avait-il des personnes qui ne souhaitaient pas témoigner face caméra? Ce qui est drôle, c'est que les Américains sont beaucoup plus à l'aise à la caméra que moi je le suis déjà de base. Mais et donc du coup, non, je pense pas qu'on a eu beaucoup de personnes qui aient refusé de vouloir témoigner.
Les seules personnes qu'on refusait en général, c'est qu'elles n'avaient pas trop le temps. Ou Ouais, sinon, c'était juste qu'elles étaient pressées, mais voilà, sinon, les personnes qu'on a interviewées, en général, on prévoyait une horaire de rendez-vous avec eux pour pouvoir les rencontrer tranquillement et discuter. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment une grosse différence culturelle, le fait que les Américains soient tellement à l'aise face à une caméra. C'est-à-dire que c'était limite à nous de leur dire c'est bon, on a bouclé le micro-trottoir, ouais, on peut continuer à aller interviewer quelqu'un d'autre parce qu'ils sont vraiment à l'aise. Et limite, en voyant les caméras, ils venaient d'eux-mêmes en fait. On était vraiment facilités à ce niveau-là. On n'a pas eu de problème, c'est vrai. Next. Next. Alors, comment la France est perçue par les Américains? En fait, nous, on en a surtout discuté avec les personnes qu'on avait interviewées de confession musulmane. Et je pense que ce qui est ressorti, c'est que ce qui s'est passé en France en fait récemment, c'est-à-dire que ce soit les attentats de Charlie Hebdo ou les attentats du 13 novembre, ça a eu un impact direct sur la perception des musulmans aux États-Unis. Et ça, c'est du fait des réseaux sociaux ou de l'accès facilité et instantané de l'information grâce à Internet. Dès qu'il se passe ce qui s'est passé en France, en fait, ça a eu vraiment un impact direct. Samia, une des personnes qu'on a interviewées, elle s'est fait agresser une semaine après les attentats de Paris. Et en fait, il ressentait une islamophobie. Déjà d'une part parce que Trump avait aussi utilisé les événements pour appeler à la fermeture des frontières envers les musulmans et envers les réfugiés. Donc déjà, je pense qu'ils savent que le climat dans lequel vivent les musulmans français est compliqué. Ils savent que c'est compliqué parce qu'ils savent qu'il y a eu des attaques. Après, je ne sais pas s'ils sont forcément conscients des différences qu'il peut y avoir, notamment, je ne pense pas qu'ils soient au courant du fait qu'ici on est en toile de fond la laïcité à la française, donc ils ne vont pas être forcément au courant de tout ce qui est lié à l'application de la laïcité. Ils ne sont pas forcément au courant que les femmes n'ont pas le droit de porter le foulard sur certains lieux de travail. Après, oui, ça a fait l'affaire du burkini a fait un peu écho aux États-Unis. Enfin, pour ma part, moi, quand je suis sur ma page Facebook et que je vois les amis maintenant que j'ai sur Facebook qui vivent aux États-Unis, les réactions que j'ai pu voir, c'était comment dire, on trouvait ça ridicule vu de l'extérieur qu'on puisse interdire le port du burkini à la plage et c'est vrai que ça a fait beaucoup écho aux États-Unis, que je pense qu'ils en rigolaient plus qu'autre chose et que ça allait trop loin, je pense, à ce moment-là. Ouais, je pense que... Après, je pense qu'aussi il y a la barrière de la langue, le fait que nos médias sont en français. Déjà, ça pose une première barrière, parce que je pense que si nos médias étaient en anglais, ça serait beaucoup plus facile pour eux d'accéder aux informations. Donc, je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle ils ne sont pas forcément conscients de tout ce qui se passe en France. Ouais, après, je pense que même nous, quand on leur parlait par exemple, des lois qui interdisent le port du foulard sur certains lieux de travail, à chaque fois, ils ont la même réaction. C'est une réaction vraiment de choc, en fait. Ils ne comprennent pas. Et ça, c'est... Parce qu'ils se disent, vous êtes un pays démocratique, quoi. Enfin, vous avez la liberté de la parole. Donc, forcément, vous avez aussi la liberté de vous habiller comme vous voulez. Ouais, je continue, c'est pas grave. Alors. Sinon, comment on revient sur Terre après un voyage et des rencontres comme celles que vous avez vécues? Je pense qu'on n'a pas vraiment eu le temps de revenir sur Terre, dans le sens où on est rentré des États-Unis et on s'est mis directement sur le travail de post-production, on a travaillé sur le montage, donc on n'a pas vraiment eu le temps de se déconnecter complètement. Pour ma part, j'ai pas encore atterri. Donc c'est vrai qu'on est encore aux États-Unis, comme tu dis, parce que là on a travaillé directement sur le montage en arrivant. Et après, moi je me rappelle quand même d'un moment, c'est quand on est rentré et que je me suis refait les rushs, que j'ai réécouté les interviews, là j'ai quand même un moment où je me dis, on a rencontré des personnes extraordinaires. Et à ce moment-là, donc, je réalise quand même que les rencontres qu'on a pu faire, et je me dis, il faut qu'on soit à la hauteur, parce que ces personnes, elles nous ont fait confiance avec leurs témoignages. Et ça, je faisais que de le répéter, c'était vraiment une crainte. Je me disais, il faut qu'on fasse honneur à leurs histoires, parce qu'on veut agir comme une plateforme, on veut faire entendre leur voix. Donc si on le fait d'une façon maladroite ou d'une mauvaise façon,
C'est vrai qu'il y a cette crainte de déformer certains propos sans le vouloir. Et ouais, ça serait bien dommage et ça serait pas rendre hommage à leur témoignage, alors que voilà, on a des histoires qui sont assez extraordinaires et ils ont été dans la confidence aussi avec nous. Donc pour nous, ce serait aussi vraiment un honneur aussi de pouvoir retransmettre leur témoignage, parce que je pense pas que tout le monde aurait pu faire la même chose. Puis il y a aussi, il y a quand même des moments où quand on se rappelle un peu de tout ce qu'on a vécu, parce que quand on était sur place aussi, on était franchement à 1000 à l'heure, on a enchaîné beaucoup de choses, on n'avait pas le temps de se poser et de réaliser un petit peu ce qui se passait. Et, pourtant on essayait. On essayait, mais comme on enchaînait beaucoup, en fait, on avait un train de vie qui était assez soutenu. Et moi, c'est après coup vraiment que je me suis rendu compte de certaines expériences. Donc comme on l'expliquait, on a passé le mois de Ramadan aux États-Unis. Donc moi, personnellement, je l'appréhendais un petit peu parce que c'est toujours différent quand on n'a jamais passé le Ramadan à l'étranger. Et au final, c'est à ce moment-là que j'ai eu mes meilleurs souvenirs, parce qu'on a eu la chance d'aller à des iftars dans différentes mosquées. On a passé beaucoup de temps au centre islamique de New York, déjà, où on a pu rencontrer des gens de tout horizon. Et on a été notamment à une mosquée à Harlem, où c'était essentiellement une communauté africaine-américaine. Et on a eu la chance, en fait, de pouvoir découvrir une culture différente, de pouvoir découvrir une nourriture différente. Et un accueil aussi, surtout, ouais, hyper chaleureux. C'était ressentir, en fait, ce moment où on arrive. Donc c'est des gens qu'on ne connaît pas, on est des Françaises, on vient d'un pays étranger, on arrive et on est accueillis à bras ouverts. Alors, comment on fait pour élargir ses horizons si on ne peut pas prendre sa caméra et partir ? Ça, c'est propre à chacun, hein, du coup. Hein. Je pense que... C'est d'essayer de voir ce qui se passe déjà autour de soi, de prendre conscience du monde qui nous entoure et surtout d'aller à la recherche et d'aller rencontrer beaucoup de personnes. Je pense que ça, c'est possible de le faire même à notre niveau localement, d'essayer de créer des espaces de dialogue, d'essayer de créer des espaces où les gens puissent apprendre à se connaître les uns les autres. Ça peut être n'importe où, hein, que ce soit dans une association, ou bien... Même dans la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours, hein. Discuter avec quelqu'un dans une boulangerie, je pense c'est des petits actes comme ça qui... Et c'est un des messages qu'on nous, on essaie de véhiculer dans le documentaire, c'est-à-dire que le premier pas, c'est d'aller à la rencontre. Le premier pas, c'est le dialogue. Et si nous, on met ça vraiment en avant dans le documentaire, c'est parce que c'est quelque chose qu'on peut tous faire à notre niveau. C'est un effort qu'on peut tous faire quotidiennement. C'est-à-dire, en fait, s'ouvrir aux autres et essayer d'interagir avec des personnes de cultures, de milieux différents. Oui, et surtout éviter le jugement, parce que parfois on peut se faire une idée d'une personne d'un point de vue extérieur, mais lorsqu'on discute avec elle, on voit qu'il y a une histoire derrière, et qu'on comprend après, par exemple, un comportement qu'on a pu voir qui paraît peut-être négatif à nos yeux, mais lorsqu'on discute avec cette personne-là, tu comprends pourquoi elle agit de cette manière-là. Et ouais, le dialogue, c'est super important, quoi, parce que tu comprends beaucoup plus de choses et tu es beaucoup plus ouverte et là, tu es moins dans le jugement et ça aide beaucoup. Puis je pense qu'il y a déjà des initiatives qui vont dans ce sens, donc après on peut toujours se greffer à des projets, se greffer à des organisations pour essayer d'élargir ses horizons, donc ça c'est quelque chose qui est faisable en tout cas. Si on a la volonté, bien sûr. Oui, c'est sûr ça. Et maintenant, après ce projet aux USA, ce serait quoi la suite ? La suite, c'est déjà d'essayer de valoriser le documentaire et essayer de le diffuser un maximum et essayer de faire passer le message qu'on essaie de faire passer, d'essayer de susciter la réflexion par rapport à ces thématiques, par rapport à l'islamophobie, par rapport au dialogue, essayer de véhiculer un message de tolérance et de coexistence, parce que nous on pense que c'est vraiment vital en ce moment. Et ouais, c'est ça. Puis on entre en période d'élection, enfin même on y est déjà en France. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis, donc
on a peur. Nous, on se dit que il faut essayer de faire le maximum pour pas répéter les mêmes erreurs. Parce que justement, c'est quand on voit que des personnes comme Donald Trump, donc, qui rendent normal en fait la haine, qui légitiment la haine de l'autre, qui légitiment le racisme, puissent être au pouvoir, alors que c'est ce genre de processus, c'est ce genre d'idéologies qui ont marqué parfois tragiquement l'histoire. Donc on se dit, ça fait peur, parce que si on commence à normaliser, entre guillemets, la haine de l'autre, on ouvre les portes à beaucoup d'idéologies très dangereuses, en fait. Et c'est un risque que l'histoire se répète, malheureusement. Après, je vois pas quoi d'autre ajouter pour ce genre de questions. Voilà, c'est de le... Pour nous. Alors, du coup, ce serait... d'un point de vue personnel, je pense que c'est toujours essayer de continuer dans ce sens, en fait, de continuer ce genre d'initiative, d'essayer toujours en fait, de combattre les idées reçues, les stéréotypes qui existent autour des musulmans, des musulmanes. C'est à ton tour. Ah non, il n'y a plus. Il n'y a plus? Ah, c'est bon? Déjà?